Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire. Boker Tov, Eliana. Bonjour Olivier. Comment allez-vous ? Je vais très Super. bien. Alors 8h15, c'est l'heure de Un jour notre histoire. C'est l'heure d'un jour notre histoire. Enfin, c'est pas l'heure d'un jour notre histoire, d'habitude on a notre premier invité, mais notre premier invité, nous allons la voir dans quelques minutes, mais c'est avec plaisir que nous nous retrouvons pour parler d'un personnage de notre histoire. Alors, de quel personnage s'agit-il ? Eh bien, ce matin, j'ai souhaité vous parler d'un très, très grand photographe, peut-être l'un des plus grands photographes du XXe siècle, qui s'appelait Robert Capa. Mais son vrai nom, c'était André Friedman. Pardon ? Il y a un jeu, les Capa, non ? Il n'y a pas un jeu comme ça ? Non. Les Capla. Ah, Capla. Voilà. Vous êtes reparti en... Ça fait longtemps que je n'ai pas joué à ça aussi. Oui, oui, tout à fait, je comprends. À la maison. Voilà, si Dieu veut, bientôt, vous aurez l'occasion de vous y remettre. Voilà. Robert Capa, donc, est un très, très grand photographe. Il est né le 22 octobre 1913 à Budapest. Donc, c'est la raison pour laquelle j'en parle aujourd'hui, puisque nous sommes le 22 octobre. Et il est mort, tué le 25 juillet 1954 en Indochine, alors qu'il avait marché sur une mine. Et c'est un des premiers, peut-être, photographes qui a accompagné, qui était sur des scènes de guerre. Il a fait pas mal de guerres et donc c'est de son histoire dont j'aimerais vous parler ce matin. Voilà, en particulier, va nous présenter voilà. Alors, Monsieur Capa. on va attendre quelques instants avec les images. Il est né le 22 octobre 1913 à Budapest dans une famille juive hongroise qui est aisée, qui n'est pas pratiquante. Et puis il va à l'âge de 17 ans. Il a il aime la gauche politique et donc il est proche de la gauche politique exactement, et donc il va être arrêté pour avoir participé à ses activités politiques d'étudiant de gauche, et donc c'est ainsi qu'il va être contraint à quitter la Hongrie et il va s'installer en juillet 1931 à Berlin, et c'est là qu'il décide de faire carrière dans le journalisme, et comme dans le journalisme et aussi dans le journalisme des images de la photographie. En 1933, il quitte l'Allemagne étant donné qu'il est juif, et c'est ainsi qu'il va s'installer à Paris. Alors à Paris, il faut s'imaginer les quartiers de Montparnasse. C'est là qu'il va rencontrer d'autres juifs immigrés, et puis aussi d'autres personnes que l'on connaît de nom. Henri Cartier-Bresson, qui lui aussi était un photographe, un photojournaliste, exactement. Donc ils se rencontrent, et puis c'est là qu'il va passer du temps dans ces cafés, et c'est là qu'il va rencontrer aussi une jeune femme qui s'appelle Gerda Taro, qui elle est une juive de Galicie. Et elle va comprendre rapidement que, vendre des photos au nom de André Friedman, ça ne marche pas. Et c'est la raison pour laquelle elle va lui trouver un surnom qui sera le nom de Robert Capa, qui fait américain. Et donc, comme ça fait américain, ça vend plus. C'est la raison pour laquelle, par exemple, en centre-ville, à Jérusalem, vous avez une pizzeria qui s'appelle Big Apple, parce que ça vend plus, c'est américain. Voilà, c'est exactement... Oui, c'est très bon d'ailleurs. Voilà, donc elle va donc penser à ce nouveau nom, et c'est ainsi qu'il va devenir Robert Capa, avec un petit jeu de mots, puisque Capa, en fait, en hongrois, ça veut aussi dire requin. Donc c'est un requin. C'est un requin, voilà, exactement. Un requin photographe. Les deux, il va avoir une liaison avec Gerda Taro, et les deux vont partir en tant qu'envoyés spéciaux pour couvrir la guerre civile espagnole aux côtés des troupes républicaines. Et c'est là que Capa va devenir extrêmement connu par une première image. Ce n'est pas celle-là, c'est l'image. Voilà, cette image qui est extrêmement connue. On voit un soldat républicain en pleine action, en fait, qui reçoit une balle et qui tombe en arrière après avoir été abattu. Il faut dire que dans les années 70, il y aura toute une... c'est les reporters de guerre. Ça, voilà. Il y aura toute une polémique pour savoir si cette photo a véritablement été prise ou elle a été truquée. Il faut savoir que Robert Capa était profondément antifasciste, donc on se pose la question s'il n'aurait pas inventé ou utilisé justement l'arme de la photographie pour faire passer des images. Ça aurait fait le tour de la toile, ça, cette photo aujourd'hui. Oui, exactement. Et c'est pas la seule photo qui fera le tour de la toile. Ensuite, un peu plus tard, en 1938, il va suivre
sur la Seconde Guerre sino-japonaise. Et puis, pendant la Seconde Guerre mondiale, il réussit à partir de Paris en octobre 1939 et va immigrer à New York. Et c'est à New York, de New York, qu'il va partir couvrir le front d'Afrique du Nord en 1942. Et un peu plus tard, il fera le débarquement de Normandie. Exactement, voici cette photo. Le débarquement de Normandie. Et en fait, Robert Capa a eu la particularité, il n'avait peur de rien, et donc il va faire partie des forces qui vont véritablement arriver sur le sol de Normandie, les premières forces. C'est-à-dire que de la même façon que vous avez les Marines qui sont les meilleurs soldats qui arrivent et qui débarquent, Robert Capa est avec eux. Là, on peut voir, c'est un soldat britannique. On peut remarquer c'est ma spécialité, le débarquement. On peut remarquer donc son casque. C'est un soldat donc britannique. Donc il devait être sur Gold ou sur Sword pour être avec eux. Ou c'est peut-être un soldat canadien. Enfin bon, en fonction à mon avis, c'est un Britannique. Et on va voir une autre photo. Aussi très connue, pas celle-là, la troisième. Voilà, ça c'est une autre photo. Voilà, on voit bien Robert Capa, donc qui est c'est lui, donc qui est sur un bateau militaire, qui porte un casque, britannique. Alors ça, je sais pas si c'est un casque britannique ou c'est justement un casque de photographe. D'accord. Mais on peut voir qu'il est véritablement présent partout. Ouais. Et ces images vont faire le tour du monde puisque ce sera le seul photographe en fait présent lors du débarquement allié en Normandie. Dans la presse. Tout est bien entendu publié dans la presse et aujourd'hui, si vous cherchez des images de ce débarquement, c'est bien entendu chez lui. Alors un peu plus tard, il va donc prendre des photos de la libération de Chartres, la libération de Paris, et après-guerre, il va fonder en 1947 la coopérative photographique Magnum. Voilà, très 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 célèbre avec David Seymour, exactement, Henri Cartier-Bresson. Donc c'est lui qui va faire partie de cette création et il décide, en fait, c'est une coopérative et non pas une agence au départ pour permettre aux photographes de garder l'intégralité des droits sur les photos et ils vont traiter d'énormément de sujets comme la famille, la drogue, la religion, la guerre, la pauvreté, la famine, le crime, le gouvernement, la célébrité. Et c'est surtout que en 1948, il va venir en Israël pour assister à la naissance d'Israël. Et là, c'est là qu'on va voir notre dernière photo de lui pour aujourd'hui. C'est une célèbre photo. En fait, il va prendre des photos des Mahabharot, il va prendre des photos des nouveaux immigrants. Donc là, on voit très bien, c'est une image qui est très connue, une petite fille. On peut imaginer qu'elle vient des pays plutôt orientaux, donc d'origine séfarade, qui vivent donc dans ces Mahabharot où pendant des années, des dizaines d'années, les Juifs, les nouveaux immigrants vont vivre. Et donc, ces photos vont être très, très, très connues. Il va se rendre plusieurs reprises entre 1948 et 1950. Je pense personnellement qu'il avait une petite sensibilité quand même. Il était juif, il avait été poursuivi pour être juif, et puis de pouvoir voir toute cette génération, tous les gens toute cette génération avait été tellement surprise et émerveillée par la création de l'État d'Israël, donc c'était assez impressionnant. Une mort tragique quand même. Et une mort tragique, exactement, étant donné que c'était un photographe de guerre. En 1954, le magazine Life cherche un photographe pour couvrir la guerre d'Indochine. Ils vont lui demander, puisque lui est à ce moment-là au Japon pour une exposition de Magnum, et donc il va se porter militaire et il va être aux côtés des troupes françaises. Oui, volontaire, merci. Je suis fatiguée ce matin. Je suis. Et en fait, dans le 25 mai 1954, quand il est au Tonkin, il veut prendre une photo d'ensemble d'un groupe de soldats français. Il va s'écarter un tout petit peu du chemin où progresse la troupe. Et il met le pied sur une mine antipersonnelle et il va succomber à ses blessures. Les risques du métier. Les risques du métier. Mais enfin, c'était un très, très grand photographe et qui a particulièrement su, avec son appareil, décrire les premières années difficiles. Surtout que c'était une époque... aujourd'hui, c'est vrai que prendre une photo, il suffit de prendre son téléphone pour faire des photos, mais là... il suffit de croire que l'on peut, avec son téléphone, prendre de bonnes photos. Oui, continuer. Mais là, à cette époque, c'était quand même beaucoup plus difficile. Donc, tout à fait. Voilà. Donc, c'était vraiment un métier très important, bien qu'aujourd'hui, que le métier de journaliste, de reporter journaliste est important. On salue notre ami Marc Israël Selam. Exactement. Qui fait des très belles photos et qui, voilà. Merci beaucoup, Eliana. Avec plaisir, Olivier. Bonne journée. 8h23. Dans quelques minutes, notre invité... ou la revue de la presse, comme vous voulez. On va faire la revue de la presse. La revue de la presse. Ensuite, nos invités de ce matin.
Vous aimez l'histoire juive ? Retrouvez Liana Gurfinkel dans Un jour notre histoire sur Studio Kalita, c'est tous les matins, pour découvrir ensemble les événements et les personnages qui ont fait notre histoire.